me il me fait patienter. En même temps, j'ai le sentiment que ça a démarré, mais je vais attendre que mon écran me l'affiche. Arrêtez. Ah OK, je suis en direct. Bien. Alors je ne sais pas si c'est la première fois que je fais un direct. J'ignore s'il y a du monde, j'ignore comment faire pour voir s'il y a du monde. Je vais attendre un petit peu. Il est 21h32. J'aurais aimé apparemment je peux partager dans un groupe. Si quelqu'un sait comment faire ça, merci de me donner l'information. Je ne vais pas attendre trop longtemps non plus, je parlerai, même si je parle toute seule, c'est beaucoup moins drôle. Question, création. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors je vais regarder un peu en bas de mon écran. Bon, je ne sais pas faire pour voir s'il y a du monde. Ça fait 1 minute. Je vais attendre. Ah, bonjour, bonjour Véronique. Super. Ok, donc les commentaires apparaissent. Comment ça va, Véronique? Bon, je vais pas demander à tout le monde comment il va, mais je pense on est toi et moi. Je ne sais pas. Hmm. Véronique, si ma mémoire est bonne, on a fait une session ensemble, non? Tu sais, je n'ai pas trop la mémoire des prénoms souvent, mais et puis parfois il y a plusieurs prénoms qui sont similaires et qui m'embrouillent un peu. Je vais juste attendre un petit peu pour voir. Ah, ok. Là, je pense que c'est 3 le nombre de personnes en direct. Je vais attendre juste quelques instants, hein, parce que je devais faire super. Je devais faire ce live via ma page professionnelle, mais apparemment je ne peux pas faire de live via la page professionnelle, donc je suis obligée de la faire via ma propre page. Alors, le temps qu'il y ait du monde qui se connecte, peut-être que ça sera regardé en streaming par ceux qui sont en contact sur ma page, parce que j'ai fait dernièrement quelque chose que je ne fais jamais, à savoir partager en privé une vidéo, transférer, on va dire, une vidéo. Je ne fais jamais ce genre de choses, tout simplement parce que je n'ai pas accès à la source et que je n'ai pas envie de prendre le temps de vérifier la source, si c'est vrai ou pas. Là, vous avez dû recevoir un message privé, une vidéo d'une personne qui se dit médecin. Alors évidemment, je ne sais pas, hein, je n'ai pas vérifié si cette personne est médecin ou pas. J'ai transféré, j'ai partagé l'information parce que il me semble que l'information mérite quand même d'être transférée, qu'elle soit vraie ou pas, pour le moment, qu'elle soit vérifiable ou pas pour le moment, j'ai envie de dire, parce que la situation actuelle est très particulière et toute information mérite d'être partagée, mais toute information mérite vraiment d'être prise justement avec des pincettes en ce moment, parce que nous restons toujours créateurs de ce que nous générons. Bonsoir Jean-Luc, ravi de t'avoir en direct. Même si je ne peux pas apprécier vos visages, je me suis demandé si je n'allais pas faire ce live via Skype pour justement pouvoir avoir un visuel, mais peut-être une prochaine fois, ça sera avec un grand plaisir de pouvoir échanger même oralement. Donc je ferai ça en comité limité, puisque Skype ne permet pas de se connecter à plusieurs, mais en même temps, je ne suis pas sûre qu'on soit un grand nombre ce soir. Il y a tellement de choses intéressantes, d'informations intéressantes à capter en ce moment que je pense que tout le monde se balade un peu comme ça. Bon, moi, j'essaye de me détacher justement de tout ça parce qu'il y a trop d'informations en ce moment. Alors, je pense que je vais commencer à parler de ce pourquoi je me connecte ce soir, c'est-à-dire l'hypno transcognitive.
En fait, c'est un rebaptême que j'ai fait. En réalité, le protocole que j'utilise s'appelle à la base hypnose régressive ésotérique, mais ces termes ont tellement une connotation ancienne et ces termes sont tellement reliés dans la conscience collective à des choses occultes que du coup, ils ont du mal à être amenés à grande échelle, à un large niveau, si je puis dire. Donc du coup, j'ai préféré rebaptiser ce protocole hypno-transcognitive. De plus, bon, je me suis pas présentée, on m'appelle Eva, mais ça vous le savez déjà. Bonsoir Fabienne. Et du coup, euh, bon, moi je suis personne en particulier. Donc en règle générale, je me présente pas parce que je suis quelqu'un comme vous. Par contre, le protocole que je pratique, l'outil que je pratique est très très intéressant et c'est plutôt cet outil-là que j'ai envie de présenter. Euh, Comment j'y suis arrivée, bon, ça serait long à expliquer, mais j'ai toujours été euh, passionnée de l'être humain et de son fonctionnement. Donc j'ai toujours été à la recherche de compréhension du mécanisme de l'être humain. Et à côté de ça, j'ai toujours été repoussée par le système dans lequel l'être humain vivait. Donc il y avait un grand fossé entre les deux. J'avais une grande confiance en l'être humain, mais en même temps un grand rejet de tous les systèmes dans lesquels nous vivons. Donc j'avais besoin de comprendre ce qui se passe, ce qu'il y a au milieu, ce qui lie tout ça. J'ai fait du chemin. Euh, L'approche que j'ai aujourd'hui de cet outil n'est pas la même approche que celle que j'avais au début, quand j'ai commencé à pratiquer cet outil. Donc voilà, les choses évoluent. Alors pourquoi parler de l'hypnose transcognitive ou hypnose régressive ésotérique? Eh bien, peut-être simplement parce que l'humanité vit un problème, un seul et même problème, euh, qui va s'exprimer de bien des manières. Et ce seul problème, de mon point de vue, eh bien, c'est le manque d'énergie. Tout est question d'énergie. Et quand on n'a pas suffisamment d'énergie, on ne va pas bien. On ne peut pas s'exprimer correctement physiquement. On ne peut pas s'exprimer correctement sur le plan des émotions. On se laisse facilement, du coup, envahir par les émotions. Et quand on n'a pas d'énergie, eh bien, on réfléchit moins bien. Ça semble évident. Je n'ai pas besoin de vous donner des exemples. Donc, quand on manque d'énergie, on s'exprime moins bien. Quand on s'exprime moins bien, eh bien, forcément, on a, on a des conséquences de cette expression aussi qui vont rejaillir à court terme, à moyen terme ou à long terme. Donc, un problème commun à toute l'humanité, le manque d'énergie. Et ce manque d'énergie, euh, donc je disais qu'il va avoir des expressions vraiment très larges et très diverses, mais celles qu'on peut voir le plus souvent sont les expressions physiques, quelle que soit euh, la pathologie physique, très souvent, eh bien, elle va être liée à un manque d'énergie, mais ce manque d'énergie, on va pouvoir le voir surtout dans la psyché. Je continue, j'avance. Hum, Au niveau physique, bien évidemment, si on mange quelque chose qui ne correspond pas à l'organisme, on va avoir des conséquences. Mais ça, c'est un problème d'ordre physique. Ça dure un très, très court temps et surtout, ça ne se reproduit pas dans le temps si on ne remange pas la même chose. Ensuite, sur le plan psychique, on peut voir qu'on a aussi toutes sortes de troubles. Absolument toutes sortes de troubles, qu'on va d'ailleurs compenser par toutes sortes de mécanismes variés et divers, à commencer par les addictions, toutes les addictions. Enfin, bref, tous les troubles du comportement, tout ce qu'on appelle les troubles du comportement sont liés à la psyché, à la psychologie, et vont avoir un impact sur le physique, soit sur le physique, soit sur le mental, ce qu'on appelle l'intellect plutôt. C'est-à-dire vraiment, on va savoir beaucoup moins bien utiliser son mental quand on a des troubles de la psychologie. Alors, j'ai noté un peu, alors je vais revenir sur mes
j'ai noté pour ne pas trop m'égarer justement parce que je m'égare vite. Hem, les problèmes tous les problèmes, psychologiques, on va les somatiser. C'est pourquoi on a des maladies qui s'appellent les maladies psychosomatiques, qui sont 99,999 des maladies que l'être humain rencontre sur son chemin durant sa vie. Donc elles sont quasi toutes d'ordre psychologique. Et tout ce qui est psychologique va venir de toute l'expérience, de tout ce que l'on aura expérimenté, vécu, tout ce qui va être engrammé, programmé par notre expérience, mais aussi par l'expérience des autres. Pardon. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les mémoires. Et les mémoires, si elles ne sont pas correctement ajustées à ce que l'on est, au moment où on vit une expérience, eh bien, on va rajouter ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle. Et la mémoire émotionnelle, bien souvent, elle est traumatique. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, parce que chez tous les êtres humains, la période de vie où un être humain va vivre le plus de maltraitance, maltraitance pas volontaire, hein, mais de maltraitance face à ce qu'il est, eh bien, ça va être l'enfance, les années d'enfance. Tous les êtres humains passent par une espèce de violence de ce qu'il est durant l'enfance. Et ça crée des mémoires traumatiques, des mémoires. Alors, bien évidemment, il y a différents degrés dans le trauma. C'est-à-dire que on ne peut pas comparer un enfant qui va subir de réelles violences physiques, psychiques, mais surtout physiques souvent, comme un viol, ou des violences, des coups. On ne peut pas comparer un enfant qui vit cela à un enfant qui ne vit que des violences psychiques comme des ah mais t'es nul, t'es incapable, mais tu vaux rien, mais qu'est-ce que c'est que cet imbécile? Donc la violence, la maltraitance à différents degrés, mais il y a toujours de la maltraitance. Et cette maltraitance, quand je dis qu'il y a toujours de la maltraitance, par rapport à ce que l'on est, ce que l'on est librement. Vous voyez, quand un jeune enfant commence à se développer, à marcher, à, à, à découvrir l'environnement qui l'entoure, il n'a pas de limite, il ne se pose pas de questions, il ne doute pas, il ne se demande pas s'il est capable ou pas capable, il va le faire. Et c'est-à-dire que l'énergie de la confiance circule librement dans ce nouvel être. À moins qu'il n'y ait des mémoires encodées, des mémoires, c'est-à-dire à moins qu'il n'ait déjà pris l'émotionnel de la maman, ce qui arrive très souvent, donc, ou de l'environnement de la maman. Donc la mémoire, elle va être encodée et je ne sais plus ce que je voulais dire, je me suis perdue. Ah oui, et la confiance, l'énergie de la confiance qui circule librement, elle va être bloquée. On va mettre des barrières à l'enfant. On va lui dire non, attention. Combien de fois on peut dire à un enfant attention? Ce simple fait-là dit à l'enfant tu n'es pas capable. Et ce simple fait-là traumatise quelque part l'énergie à l'intérieur qui est là pour exprimer et pour être. Bien, tout ça n'est pas conscient, hein, évidemment. Mais voilà, il y a des mémoires et il y a beaucoup de mémoires traumatiques. Les adultes que vous êtes aujourd'hui sont les enfants d'hier. Et les enfants d'hier n'avaient pas des parents qui avaient accès à toutes les connaissances que les parents d'aujourd'hui ont. Donc espérons que les enfants de demain aient moins de mémoires traumatiques parce que les parents d'aujourd'hui se seront allégés de tout ça. Mais on a toujours des mémoires comme ça qui restent dans l'inconscient, euh, qui sont plus ou moins loin parce qu'il y a aussi l'amnésie totale. Quand on vit un choc tellement violent, eh bien, il y a amnésie totale. Donc, les mémoires qui restent là et qu'on n'a pas pu exprimer, comme l'enfant en plus n'a pas la parole, tout est sensoriel. Tout est vraiment au niveau de l'émotion, de l'émotionnel que ça s'inscrit. Et ça va s'inscrire en lien avec des mémoires expérientielles. Donc, c'est une réelle programmation qui se met en place pour l'avenir, pour l'adulte. Et
cet adulte va être complètement prise au piège dans ses mémoires, complètement enfermé dans ses mémoires, complètement esclave de ses mémoires. Ça, c'est là, j'aborde ça avec un langage plus scientifique, on va dire, hein. Jusque-là, la science est d'accord, on va dire. Je vais arriver plus profondément dans, dans l'ésotérisme, on va dire, après. Mais tous ces traumas, il y a des traces qui sont laissées, hein, et toutes ces traces, tous ces traumas vont provoquer des atteintes sur le cerveau, au niveau de notre cérébral, au niveau de notre cerveau. J'arrive plus à parler parce que j'essaie de voir si je me suis pas perdue en même temps. Et, euh, quand, quand on vit des traumas très très violents dans l'enfance, ces traumas peuvent même aller jusqu'à empêcher le développement de certaines zones cérébrales, notamment le cortex préfrontal qui sert à l'analyse, hein, des informations. Eh bien, ce cortex, cette partie-là ne va pas se développer quand le trauma est très très violent. Quand on vit, quand l'être humain est face à un danger, naturellement, le cerveau va activer, il y a l'amygdale qui va s'activer, une zone particulière du cerveau qui va s'activer pour faire face au danger. Donc l'amygdale va libérer de la cortisol, de l'adrénaline, tout ça pour pouvoir fuir. Ou alors entrer en combat, se battre. Mais quand le danger est d'une violence extrême, ou alors que ce n'est pas cohérent, c'est-à-dire on se fait agresser par une personne, l'être humain est censé être doté d'empathie, enfin il est censé pouvoir ressentir l'émotion de l'autre. Et quand on est agressé par une personne qui ressent notre souffrance et qui ne s'arrête pas, il y a incompréhension totale, il y a comme un bug, c'est très très violent. Et donc là, le cerveau va euh, déclencher un mécanisme de survie, en fait, un réflexe de survie, qui va bloquer le flux. Il va déconnecter cette partie-là de toutes les autres parties et on va être complètement déconnecté à ce moment-là. Soit on va rentrer dans une grande panique parce que le cerveau n'est pas arrivé. Vous voyez, c'est comme des plombs qui sautent pour éviter qu'il y ait un court-circuit dans le circuit électrique. Donc le cerveau, il déconnecte tout quand c'est trop violent. Et là, la personne, elle va se dissocier, elle va faire ce qu'on appelle une dissociation. Donc, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir parfois, enfin, c'est pas parfois, c'est qu'elle va sortir pour pouvoir observer cette scène de l'extérieur, ne plus vivre la souffrance, ne plus être connectée aux émotions, donc à l'amygdale, ne plus être connectée non plus au corps physique, ne plus ressentir la douleur du corps physique. Donc ça, c'est la dissociation que l'on vit lors d'un trauma vraiment violent. Quand ces personnes reviennent, elles sont aussi déconnectées de l'hippocampe. Quand la dissociation arrive, elles sont aussi dissociées de l'hippocampe. Et très souvent, quand en plus la violence est répétée, eh bien ces personnes-là vont rester dissociées tout le temps. Et quand on est dissocié tout le temps, on perd aussi, quand on est dissocié ne serait-ce que de son hippocampe, qui est le logiciel de la mémoire, eh bien on perd également la notion d'espace-temps. On n'a plus de repères spatio-temporels. Donc là, j'en suis toujours sur un plan, on va dire, médical, scientifique, hein. Parce que il y a toujours deux approches, deux façons de voir les choses, la façon très scientifique et la façon plus mystique, on va dire. Disons la façon cartésienne et la façon intuitive. Et les deux ne sont absolument pas opposés, les deux sont toujours très à, à emboîter, en fait. Le problème de la science actuelle, c'est qu'elle utilise des outils matériels pour aller fouiller dans un monde impalpable, le monde de la psyché. Elle ne peut pas avec ces outils actuels. Et c'est là qu'intervient donc l'hypnose régressive ésotérique, l'hypnose transcognitive. Alors, rien que dans ces mots hypnose transcognitive, bon, l'hypnose, personne n'est d'accord pour dire comment ça fonctionne, personne ne peut décrire comment ça fonctionne réellement même, mais la majorité est d'accord pour dire qu'il s'agit d'un état de conscience modifié. Alors, moi, je ne sais pas si aujourd'hui j'utiliserai encore ces termes d'état de conscience modifié, mais parce que, en fait,
on est tout le temps en état de conscience modifié. Nous sommes déjà régulièrement sous hypnose, dans une hypnose collective et ambiante. Vous êtes individuellement sous hypnose très régulièrement, ne serait-ce que l'hypnose par la pensée. Vous êtes hypnotisé par vos pensées euh, quand, quand il y a un problème, parce que il y en a qui ont pas de problème, qui sont fluides avec leurs pensées, qui n'ont pas de problème particulier. J'entends bien sûr quand on rencontre un problème, un blocage, quelque chose qui nous freine. On est hypnotisé par nos pensées alors à ce moment-là. Et bien l'hypnose va permettre de sortir un peu de cette hypnose sur laquelle on n'a aucun pouvoir. Si on prend un protocole d'hypnose classique, genre type ericksonien, eh bien, il va s'agir d'enlever une programmation qui a été faite par une mémoire, par une émotion liée à une mémoire, pour en mettre une autre. Donc jusque-là, on reste sur de la programmation, déprogrammation, programmation. Et si on va un peu plus loin, avec d'autres types d'hypnose, il y en a plusieurs, hein, mais je ne vais pas les aborder parce que euh, 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 elles ne me concernent pas, on va dire. Euh, si on va un peu plus loin et qu'on se permet d'utiliser du coup la transe qui a un mot aussi dans la croyance populaire, la transe, bien dans la croyance populaire, et jusqu'à aujourd'hui, la transe, c'était quelque chose qui était relié plutôt aux sorciers, aux chamans, à des gens qui sont en contact avec les esprits, les médiums aussi, les trans médiumniques. Mais en réalité, tout le monde fait des trans. Il y a les trans, notamment les trans créatives. À chaque fois que l'on crée quelque chose, nous sommes en transe. Et la transe, pour moi, bon, il y aura bien des définitions aussi qu'on pourrait trouver. La transe, pour moi, c'est simplement le fait de switcher d'un endroit à un autre, le fait de passer d'un endroit à un autre. C'est un pont, en fait. J'ai souvent l'habitude de dire que c'est comme un pont, le mot trans. Et dans n'importe quel mot que vous allez prendre qui a ce mot trans, eh bien, vous verrez qu'il s'agit d'amener quelque chose d'un point A à un point B. La transe, quand le cerveau vit la transe, eh bien, il switch de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit. Non pas que ces deux hémisphères fonctionnent complètement différemment, mais elles fonctionnent quand même différemment. Alors, je veux dire, elles sont pas complètement divisées, séparées, dissociées, mais euh, au niveau de l'hémisphère droit va être plus facilement celui qui enregistre la majorité des informations. Vous savez que votre cerveau, il capte plus d'1 milliard de bits, d'informations par seconde, et il les capte, il les enregistre, il les met directement, il les traite et il les met directement dans la mémoire. Ce qui reste dans la partie consciente est très très petite, très 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 petite comme information. Et le fait de passer en transe, le fait de se mettre en transe permet un accès plus large à l'information. C'est-à-dire qu'avec nos 5 sens, on va capter les informations qui nous entourent, et encore, on va en capter qu'une petite partie. Et avec nos sens plus subtils, plus internes, nos sens extrasensoriels, comme on dit, eh bien, on va capter des informations plus larges. Donc jusque-là, voilà, je suis encore en accord, on va dire, avec ce que dit la science. Et comme je vous le disais, le problème de la science, c'est qu'elle reste limitée par ses outils et par sa vision aussi des choses, parce que l'Occident a une vision très différente de l'Orient ou de l'Afrique. Moi qui arrive d'Afrique, enfin qui ai grandi avec euh, une partie de culture africaine, eh bien là-bas, il n'y a pas de fou qu'on aurait à mettre en hôpital psychiatrique. Ici, il y en a parce que la vision des choses est très différente. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Moi, je vais continuer à parler de la transe, juste. Alors, non, je ne vais pas vous parler de la transe. Je pense que la transe, c'est bon. En session d'hypnose, d'hypnotrance cognitive. Alors, cognitif, pourquoi? C'était le mot ésotérique, c'est en dedans, hein, c'est tout ce qui émane de l'intérieur, tout
tout ce qui est contenu en nous. Et cognitif, cognitif, c'est quasi pareil. Cognitif, c'est tout ce qui est en lien avec notre cerveau et ses capacités. Et c'est le cerveau, le maître d'orchestre. C'est lui qui dirige toute cette machine. C'est lui qui exprime tout ce qui est exprimé, quel que soit le plan de conscience qui est exprimé. Quand on fait une session d'hypnotranscognitive, l'objectif est d'être à la fin en capacité d'utiliser un maximum de son énergie, toute son énergie. L'énergie que l'on met habituellement à nourrir ses mémoires, justement. Mais on ne fait pas exprès de faire ça. Mais ces mémoires sont nourries en permanence parce que une mémoire a toujours besoin d'être exprimée et nourrie pour pouvoir continuer d'exister. Et une mémoire va toujours se servir d'un stimuli externe pour pouvoir s'exprimer malgré nous. Je prends un exemple tout con. Les personnes qui ont vécu le Bataclan, qui ont vécu la bombe au Bataclan, eh bien, beaucoup de ces personnes, dès qu'elles entendent le bruit d'une explosion, eh bien, vont revivre toute la scène. Elles vont être projetées dans la mémoire. Elles vont vraiment la vivre. Parfois, non seulement elles vivent toute la scène, mais tout ce que contient la scène, c'est-à-dire l'agresseur, toutes les victimes. Elles peuvent se mettre à crier comme des victimes, mais elles peuvent se mettre aussi à parler comme l'agresseur, à devenir agressif comme l'agresseur et à utiliser le même mot que l'agresseur. Donc c'est vraiment la mémoire à ce moment-là qui se remet à vivre et toutes les personnes qui étaient présentes dans cette mémoire peuvent s'exprimer à travers la personne. Eh bien voilà, c'est ce qu'on va faire en fait en hypnotranscognitive, c'est-à-dire qu'on va utiliser la transe pour aller dans la mémoire consciemment. On va utiliser la dissociation, mais une dissociation qui n'est pas pathologique du coup, pour aller regarder cette mémoire, la regarder sous différents angles, et puis comprendre aussi l'impact qu'a eu l'agression sur nous, et puis la neutraliser, cette information émotionnelle. Parce que l'événement, il est présent, on ne va pas changer l'événement. Par contre, on va changer l'émotion, le lien qu'on va avoir noué avec cette mémoire. Donc, en gros, si je dois résumer l'hypnotranscognitive, eh bien, je vais la résumer comme ça. Alors, justement, on va rencontrer tout ce qu'on appelle des entités. On peut rencontrer des êtres que l'on a connus réellement, qui nous étaient proches, qui nous étaient chers. Comment c'est possible? Eh bien, c'est possible parce que ce monde qu'on appelle le monde de la mémoire, c'est aussi celui qui nous sert. Il est très très lié au monde que l'on appelle le monde imaginaire. Mais ce monde imaginaire, c'est une réalité, juste une autre réalité parallèle à notre réalité physique. C'est-à-dire que dans ma réalité physique, je peux être couché sous un arbre, et dans mon monde imaginaire qui est parallèle, je vais me retrouver à être en train de me balader sur une plage, sur les îles haïtiennes. Je peux être là-bas alors que je suis ici en parallèle. Ce sont les mondes parallèles. Et quand on entre grâce à la transe dans le monde de l'imaginaire, eh bien, on rentre dans dans ces mondes parallèles parce que ce monde de l'imaginaire est fait de plusieurs niveaux, de plusieurs endroits différents. Des endroits très beaux, des endroits très moches. Ce monde de l'imaginaire, il est fait de toutes les créatures que l'on connaît. Toutes les créatures que l'on connaît et que l'humanité a déjà mis en œuvre d'art notamment, dans les BD, dans les films, dans les sculptures. Toutes ces créatures existent déjà et elles sortent du monde imaginaire de l'être humain. Elles sortent de cette réalité parallèle. Et cette réalité parallèle, parfois, alors c'est parallèle, mais parfois ça se rapproche, oui. Parfois ça se rapproche et parfois c'est sur la même ligne. Ça peut continuer à rester parallèle, mais à un moment donné, ça peut être similaire, être pareil, identique.
dans le même temps et dans le même espace, c'est ça que je veux dire. Donc à ce moment-là, certaines personnes vont pouvoir voir des choses qui sont du monde de l'imaginaire. Il y a 2 phénomènes en fait, il y a que tout se densifie, tout se refroidit. S'il y a pas une source énergétique pour maintenir, c'est-à-dire que si je mets une casserole d'eau chaude dans une pièce froide, eh bien la casserole d'eau chaude va systématiquement se refroidir et la pièce froide va systématiquement se réchauffer. À moins qu'il y ait une source d'alimentation, de chaleur qui va maintenir mon eau chaude. Sinon, le vase communicant, le transfert de température va se faire, de vibration va se faire. Donc ce qui se passe avec ces mondes parallèles, c'est différents plans vibratoires, parce qu'il s'agit de plans vibratoires. Ce qui se passe, c'est que il y en a qui se densifient, qui se refroidissent, et il y en a qui se réchauffent. L'être humain se réchauffe quand les plans dits supérieurs, pour le moment, se refroidissent. Et quand les plans se refroidissent, ils entrent en contact avec les plans plus denses, ils sont donc plus palpables. Et quand l'être humain se réchauffe, il entre en contact avec ces plans, et ces plans deviennent plus palpables pour l'être humain. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. L'être humain est en train de switcher d'une dimension à l'autre, réellement. Réellement. Et bien, c'est précisément ce qui se passe en ce moment, c'est que les dimensions s'interpénètrent, s'intermêlent. Donc ça donne beaucoup de choses comme on peut voir actuellement. Je ne vais pas rentrer dans ça. Voilà, je voulais juste aborder l'hypnotranscognitive. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'on n'est pas très nombreux. Et je sais pas si ce sont les mêmes qui sont là jusqu'à présent. Est-ce que vous avez des questions particulières? Ça m'aidera à aller plus loin parce que, en fait, comme j'en parle ici et là, je dis des choses là, je dis des choses là, je dis des choses là, mais et puis comme je ne prépare que très rarement ce que je vais dire, euh, bien voilà, si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là en fait, parce que je pense que 30 minutes c'est bien, les vidéos pas trop longues c'est bien. Euh, ouais. On pourrait appeler cette hypnose, on pourrait la voir comme une chirurgie psychologique, dans le plan psychologique. Une vraie chirurgie. On prend là, on coupe là, on enlève ça, on remet ça, on recoue là. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vais vous dire bye bye. Et puis à une prochaine. Si les questions vous viennent, bah, vous les glissez sous la vidéo. Ciao.